Ce voyage longe le golfe de Gascogne, du Croisic à l'île d'Oléron. Une première étape nous mène aux confins des marais de Guérande, proche du port de Saint-Nazaire. Selon les historiens, le port du Croisic remonterait aux calendes grecques. Mais c'est au Moyen-Âge qu'il prend son envol, quand le sel valait de l'or. Grâce aux cristaux blancs, furent construites les demeures des négociants qui faisaient leur beurre en vendant du sel. Le début d'une longue histoire. À cette époque, des navires marchands abordent régulièrement au Croisic. À l'aller, pour assurer la flottaison, ils naviguent les cales pleines de pierres. Au retour, c'est le sel qui sert de lest. Et les pierres, me direz-vous? Ne sachant que faire de cet encombrant dépôt, la ville en a rempli les murs des maisons et 2 curieux monuments situés de part et d'autre du port. Au milieu du 19e siècle, la concurrence du sel extrait des mines fait chuter la production des marais. Mais l'épopée du sel allait connaître un rebondissement. À quelques encablures du Croisic, voici les marais de Guérande. S'ils produisent encore, c'est grâce à une mobilisation qui remonte aux années 70. Contre le sel industriel et l'appétit des promoteurs immobiliers, les ouvriers des marais entrés en ébullition relancent l'activité. Les marais salants sont indissolublement liés à Guérande. Autrefois, ces sujets étaient exemptés de gabelle, l'impôt sur le sel, parce que la ville en produisait, qu'à cela ne tienne. Privés de cette rente, les seigneurs du domaine prélevaient une taxe sur le vin. Avec cet argent, furent construits les remparts parmi les mieux conservés en France. Retour sur le littoral, en suivant vers l'est, la ligne de l'ancien train des plaisirs qui longe la Côte d'Amour. Ça ne s'invente pas. Fierté de ce trait de côte, ces plages surmontées de dunes couvertes de pins. Ils ont été plantés là pour empêcher le sable d'envahir les stations balnéaires. Des pins bénis en réalité pour les promoteurs dont les barres d'immeubles monopolisent la vue sur la mer. À l'extrémité de la réserve naturelle de Brière, le franchissement de la Loire est étourdissant. Et les yeux se tournent aussitôt vers les chantiers navals de Saint-Nazaire. Pour attirer les croisiéristes, les armateurs ne savent plus quoi inventer. Sur les paquebots sont creusées des piscines bordées de plages de sable fin, ombragées de palmiers. Autant dire le monde à l'envers. Les balcons des cabines offrent une vue plongeante sur la ville-port. Un secteur conquis sur d'anciennes friches industrielles. Et voici ce qu'il reste de l'ancien port de Saint-Nazaire, construit en 1937, le Vieux Môle. Notre croisière se poursuit sur la côte des Lumières. Nous y ferons escale sur l'île de Ré, au port de La Rochelle et à Rochefort, avant d'atteindre Oléron. Des îles que nous visitons, celle de Noirmoutier est la plus proche de la côte. Elle est pourtant au bord de la noyade. Les 2 tiers de l'île sont situés sous le niveau de la mer. Le résultat de travaux séculaires d'assèchement et d'endiguement. Sur la rive qui fait face au littoral, la digue se prolonge jusqu'au bois de la Chaise, indétrônable avec sa plage, sûrement la plus sélecte de Noirmoutier.
Impossible de survoler Noirmoutier sans faire un passage au-dessus du Gois. La route sous la mer repose sur un cordon sédimentaire formé sur la ligne où se rencontrent deux courants. Empierré puis pavé, le passage du Gois fut longtemps l'unique moyen de rejoindre Noirmoutier. De retour sur le continent, des dizaines de kilomètres de plage vers le sud. La station balnéaire des Sables d'Olonne bétonne chaque année son chiffre de fréquentation touristique. Au XVe siècle, une tempête sans précédent frappe le port. Les dégâts, considérables, déclenchaient la construction d'un remblai où circulent aujourd'hui piétons et automobiles le long d'une plage des plus prisées du golfe de Gascogne. Le remblai atteint le chenal d'accès au port, où une autre muraille se dresse pour briser les vagues. Cette digue est bien connue des navigateurs. Elle est en quelque sorte la rampe du lancement d'une épreuve qualifiée d'Everest de la mer, le Vendée Globe. Une course autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Avantage de démarrer aux Sables d'Olonne, avec le vent qui souffle ici, les concurrents sont aussitôt mis dans le bain. La vie de marin, l'île de Ré en connaît la musique. Aussi, prudente, a-t-elle préféré larguer les amarres. Au cœur de l'île, la commune de Saint-Martin n'est pas banale, ainsi cernée de remparts. Ils avaient été érigés pour protéger la population en cas d'invasion. L'île de Ré est raccordée au continent par le deuxième plus long pont de France. À l'autre bout, s'étendent les bouts de l'anse de l'Aiguillon. Il s'agit d'une superposition de couches de vase, plus ou moins épaisses, dans lesquelles s'épanouissent les fameuses moules de Bouchot. À l'automne, les conchiculteurs enroulent autour de pieux séculaires des cordes qui finissent totalement recouvertes des fruits de mer à chair rose. Toujours plus au sud, en amont du fleuve la Charente, le pont transbordeur, bien connu par ici, n'a en réalité rien d'un pont. Sur ce portique circule une nacelle inaugurée au début du XXe siècle. Un autre pont, plus moderne, a été construit depuis. Mais le charme de celui-ci est tel que personne n'a jamais pu se résoudre à démonter. Sur l'autre rive de la Charente, la corderie royale était une pièce maîtresse de l'arsenal implanté à Rochefort vers la fin du XVIIe siècle. Le bâtiment, de 374 mètres, fut construit en longueur pour y tresser les cordes d'un seul tenant. Et ville de garnison oblige, il est aligné au cordeau sur l'ancien casernement. L'arsenal de Rochefort est embusqué dans un méandre de la Charente. Une position stratégique à une époque où les incursions dans la rade sont légion. Fort-Lupin était le point de départ d'un système défensif appelé ceinture de fer. Il était complété à l'entrée du fleuve par la forteresse de Fouras. En première ligne, le fort de l'île d'Aix. Il avait été rasé par les Anglais avant d'être fortifié par les aigles de Napoléon. À présent,
Suivez le guide, direction la Bastille la plus populaire de l'océan Atlantique. Fort Boyard fut conçu pour stopper les navires ennemis sous Napoléon Bonaparte. Mais sa construction s'éternisa 65 ans, assez pour tourner des pages d'histoire. Ainsi, Boyard, devenu inutile, finit bien après comme décor pour un jeu télévisé. L'île d'Oléron ferme la rade de Rochefort au sud. Face à la baie, Château d'Oléron était le dernier maillon de la ceinture de fer que verrouillait Fort-Louvois. Depuis la digue du Petit Bastion, à marée basse, on découvre les parcs à huîtres d'Oléron qui s'étendent à perte de vue. Les ostréiculteurs profitent du répit que leur accorde la mer pour retourner les pochons contenant les coquillages. Les huîtres, arrivées à maturité, sont ramenées à quai avant d'être expédiées illico dans nos assiettes. Quelques kilomètres plus loin, Marennes est un peu la marraine des huîtres produites ici. Presque toutes se prénomment comme elle. Marennes, Oléron, appellation contrôlée. C'est au milieu du 19e siècle qu'avait été décidée la mise en culture d'huîtres sur ces marais. Le fleuve, qui enrichit les vases, croise le chenal de la Tremblade, premier port ostréicole de France, et certainement le plus pittoresque. Il est bordé d'anciennes cabanes d'ostréiculteurs restaurées par des nostalgiques. Ils ont eu à cœur de préserver un patrimoine qui ne sert désormais plus qu'à deviser, en dégustant bien sûr quelques huîtres. Ce voyage longe le littoral atlantique. Depuis l'estuaire de la Gironde, nous atteignons Bordeaux avant de descendre la côte sauvage. À partir de Bayonne, les rives du Pays basque nous guident près de la frontière espagnole. Aujourd'hui, malgré les technologies modernes, naviguer dans la Gironde reste une opération à haut risque. Imaginez alors, à la fin du XVIe siècle, sans GPS, combien il était difficile de localiser les bancs de sable embusqués dans l'estuaire. Contre ce danger permanent, un phare fut construit par l'architecte Louis de Foix, qui, pas une fois, n'allait démériter, mais à quel prix? Le malheureux consacrait sa fortune et 18 années de sa vie au phare de Cordouan. Mais l'architecte s'éteignit avant de voir la tour éclairer la mer. Quel dommage, car avouez que le phare de Cordouan vaut bien son titre de roi des phares. Les visiteurs n'hésitent pas à mouiller la chemise, jouer les équilibristes pour découvrir les appartements royaux aménagés pour des princes qui n'y séjournèrent jamais. L'estuaire de la Gironde est une importante voie de transport de marchandises. On comprend dès lors qu'il soit régulièrement dragué. La rencontre d'eau douce et d'eau salée précipite la formation de vases. Il s'en constitue 7 à 8 millions de tonnes par an, suffisamment pour figer le trafic des cargos si les fonds n'étaient pas raclés. À mesure que l'estuaire se resserre, apparaissent les premières îles. Celle-là abrite une ancienne forteresse camouflée pour surprendre les attaques sur la ville de Bordeaux toute proche.
Difficile en outre de sillonner la région bordelaise sans voir les vignobles qui en font encore sa noblesse. Par ici, les patrimoines culinaires et historiques sont inséparables. Blaye, par exemple, rappelle autant sa forteresse à voir que ses châteaux à boire. S'ils sont moins réputés que le vin, les carlets, titubant sur la Gironde, appartiennent aussi au patrimoine de la région. Leurs propriétaires en sont si fiers qu'ils en auraient presque oublié qu'ils servent à piéger les poissons. Il faut dire que sans le moindre appât, ce genre de pêche au filet relève du strict jeu de hasard. Voilà précisément où commence l'estuaire de la Gironde, à hauteur du bec d'Ambès, point de rencontre des deux cours d'eau, Dordogne et Garonne. À hauteur de Bordeaux, la Garonne est si large qu'à côté, l'aile d'un Airbus A380, le plus gros avion de transport de passagers, ressemble à une aile de mouche. Septième plus grande agglomération de France, Bordeaux s'étend de part et d'autre du pont de Pierre, le premier construit sur la Garonne sous Napoléon Bonaparte. Le cœur historique de la ville est sur la rive gauche du fleuve. Le quartier, qualifié de triangle d'or, concentre en particulier les beaux immeubles et les commerces de luxe. La place de la Victoire, point névralgique, dessert les principaux secteurs de la ville, dont le quartier des Chartrons, ancien siège de l'aristocratie anglaise du vin. Il est à présent un des endroits les plus branchés de la ville depuis que Bordeaux a lancé sa révolution urbaine. Une politique de grands travaux visant en particulier les quais, première vitrine de Bordeaux lorsqu'on y accède par la Garonne. De retour sur le littoral, notre itinéraire se poursuit au-dessus du bassin d'Arcachon. Nous survolons ensuite les villes de Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Hendaye, sur la côte basque. Au cœur du bassin d'Arcachon, affleure l'île aux oiseaux, appréciée pour la végétation sous-marine qui prolifère autour. De drôles d'échassiers y ont trouvé refuge. La cabane Tchanké était un parc de surveillance des parcs à huîtres. Aujourd'hui, elle est l'emblème du bassin d'Arcachon. La ville d'Arcachon s'est construite autour d'un simple débarcadère, et voilà ce qu'elle est devenue. Enclavé dans une entrée maritime, Arcachon est un véritable havre pour les touristes navigateurs ou amateurs de bains de mer. Le record de fréquentation est détenu par la presqu'île du Cap Ferret, capable d'accueillir plusieurs dizaines de milliers d'estivants. Et ce, malgré l'érosion des courants qui réduit son emprise comme peau de chagrin. Postée à la sortie du bassin d'Arcachon, la dune du Pilat culmine à 117 mètres. C'est la plus haute colline de sable d'Europe. Au sommet, le panorama sur les kilomètres de côte landaise est vertigineux. La formation de la pyramide de sable n'a rien d'une énigme. Elle est étroitement liée au cordon dunaire qui dessine des lacets à ses pieds, le banc d'Arguin. Il s'agit en réalité d'un mouvement perpétuel. La mer charrie sur le banc
du sable que le vent arrache grain par grain pour le déposer sur la dune du Pilat. En filant vers le sud, s'étendent les célèbres forêts des Landes. 1 million d'hectares, soit 200 fois la superficie de Bordeaux. Par endroits, en lisière, un village semble s'être échoué sur la plage, tel Saint-Giron, dont les portes des lotissements sont irrémédiablement closes à la morte saison. En descendant d'une centaine de kilomètres, le littoral landais cède le pas à la côte basque. À la frontière du département des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, aux confins de la Gascogne et du Pays basque, au confluent de l'Adour et de la Nive, à 5 km enfin de l'océan et 30 minutes seulement de l'Espagne, il y a Bayonne. Cette situation stratégique confère au port de commerce un positionnement économique de premier rang sur la côte basque. Avant la Révolution française, les départements n'existent pas. Le découpage des Pyrénées-Atlantiques avait rassemblé d'anciennes communes et provinces, dont une, amputée sans précaution, le Pays basque, désormais reconnu comme une entité linguistique. La partie française s'étend jusqu'à la frontière espagnole. Cette dernière traverse le massif verdoyant de la Rhune. Pour le gravir, il y a l'hélicoptère bien sûr, mais il existe un moyen plus pittoresque, le petit train, comme on l'appelle ici. À l'issue d'une ascension vertigineuse, les passagers du Tortillard parviennent au sommet de la Rhune, 900 mètres au-dessus de l'océan. Arrivé là, le point de vue sur le littoral concurrence aisément nos images aériennes. Sous les gerbes d'écume soulevées par les vents marins, la station balnéaire de Biarritz est réputée pour la puissance de ses vagues. Sa baie est qualifiée de capitale européenne du surf, une spécialité importée tout droit de Californie aux États-Unis dans les années 60. Depuis, les fans de glisse du monde entier viennent s'y affronter chaque saison. I feel the sunshine on my face. Plus au sud, les impressionnantes falaises de la Corniche basque protègent l'unique rade abritée du littoral depuis l'estuaire de la Gironde. I see the sunshine on your face. Elle sert de refuge à la station balnéaire de Saint-Jean-de-Luz. I feel the rain fall down on me. À l'extrémité sud de la Corniche basque, trône le château d'Abadia, une bâtisse médiévale marquée des influences orientales de l'architecte qui la restaurait à la fin du XIXe siècle. Observez notamment les ouvertures des façades. La forteresse et son domaine sont situés sur la commune d'Andaille. Un espace appartenant désormais au Conservatoire du littoral, qui a charge de protéger sa biodiversité. Le cas également de cette portion de côte dentelée de criques, taraudée par les vagues. Notre voyage s'achève sur la dernière station balnéaire française avant l'Espagne. Andaille se targue de posséder la plus longue plage de la côte basque et un rivage ourlé de vagues adapté à toutes sortes d'embarcations. Derrière le casino s'écoule l'estuaire de la Bidassoa, séparant la France de l'Espagne. À l'intérieur perce l'île aux faisans,
illustre pour le traité de paix qui fut signé entre les deux pays en 1659. À cette époque, les anciens royaumes étaient des ennemis jurés. Depuis, sur la plage d'Hendaye, tout le monde partage les mêmes jeux, qu'on soit d'un bord ou l'autre de la frontière.